Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous avez débuté au bas de l'échelle, mais néanmoins à un sommet, celui de la butte Montmartre. Vous avez créé des chocolats en jouant la carte de l'innovation, tout en demeurant fidèle à votre façon à la tradition de Noël. Bonjour Arnaud Larère. Bonjour Jacques. Alors vous êtes un chocolatier pâtissier qui a un parcours exceptionnel qu'on va évoquer, c'est le principe des clés d'une vie. Et puis 2 jours avant Noël, évoquer le chocolat, c'est presque une obligation. Oui, je suis prêt. Alors, le principe, c'est des dates clés. La première, je ne sais pas si elle vous dit quelque chose, le 22 mai 2018, pour vous, c'est un retour aux sources. Vous êtes à Brest et à Quimper à la rencontre des apprentis de l'IFAC au campus des métiers. Exact. Très bonne date. C'est vrai que c'était un grand moment parce que j'avais fait une interview au Japon avec le Télégramme. Et ils étaient là par hasard. Donc on a fait une interview et j'ai dit j'aimerais bien un jour faire aussi une démonstration dans mon lycée professionnel dans lequel j'ai démarré ma carrière. Elle a noté dans l'interview, c'est arrivé au Télégramme de Brest et aussitôt dans la semaine, le directeur de l'IFAC m'a appelé pour me dire mais monsieur Larère, on n'a pas les moyens de faire venir un grand chef comme vous. J'ai dit mais vous rigolez ou quoi? C'est moi si je viens, c'est avec plaisir, je vous demande rien, je veux juste exprimer, montrer mon savoir-faire aux apprentis de l'école. Oui, parce que c'est une école où on apprend la filière alimentaire pour devenir cuisinier ou pâtissier. Voilà, cuisinier, pâtissier, boulanger, voilà, exactement. Et donc vous avez parlé pendant 2 jours à ces étudiants qui étaient fascinés parce que c'est un véritable métier, ils ont compris ce qu'était le métier. Ah oui, alors ça a été incroyable, c'est qu'en plus, quand ça s'est su, donc pour finir, ils ont arrêté tous les cours, parce que même, il y a eu une interview de 4 heures dans l'amphi, où ils ont arrêté tous les cours techniques, dans tous les cours de métier, pour écouter, on va dire, la bonne parole d'un chef. Et il y a même l'IFAC de Quimper à côté qui ont fait venir 3 quarts parce qu'ils voulaient aussi que les apprentis de Brest puissent aussi être là. Donc c'était un moment de partage incroyable. Alors c'est un retour aux sources parce que vous êtes né à Brest dans une famille qui n'a rien à voir avec la pâtisserie ou la chocolaterie. Du tout. Je dirais même que toute ma famille n'est pas du tout dans l'alimentaire. Donc voilà, j'étais un ovni quand je leur ai dit que voilà, c'était ma voie. Et que faisaient vos parents? Ma mère était comptable, oui. Et mon père était artisan peintre. Oui, donc rien à voir. Voilà. Alors il se trouve que le goût vient de vos jeunes années où il y avait le sucre et les parfums des gâteaux qui vous attiraient, Arnaud Larère. Ah, toujours. J'ai toujours... je pouvais manger un biscuit, quelque chose de sucré, même avant de démarrer un repas. Le sucre m'a toujours attiré et ça m'a donné de l'énergie. C'est une matière qui m'a toujours fait vibrer. Alors en plus, bien sûr, la Bretagne sont les crêpes et les galettes, et je crois que votre mère et votre grand-mère en confectionnaient. Ah oui, ma grand-mère, elle était... on avait droit aux crêpes et au bilic, là, c'était vraiment fait dans les règles de l'art, dans les cheminées, avec du beurre breton, là, ça dégoulinait de partout. C'était des moments marqués à vie dans ma mémoire. Et des crêpes au sucre, à d'autres parfums? Oui, au sucre, au beurre, au caramel. Et après, on a eu droit à une complète à la fin. Alors, moi, je commençais par le sucré. Ah bon? Oui, ma grand-mère, elle avait compris que moi, il fallait que ça me donne envie. Donc, je commençais par une crêpe au sucre, au beurre. Caramel, ça dépendait, soit avant, soit après, mais déjà sucre et une au beurre, et après j'avais droit à la complète. C'est Eddie Barclay qui faisait des déjeuners à l'envers, notamment pour les 65 ans d'Harry Salvador, je m'en souviens. On démarrait par le dessert et on finissait par le pâté en croûte. Bah ouais, pourquoi pas. C'est possible. Mais il y a aussi le Paris-Brest dont on parle beaucoup. Le Paris-Brest qui a été créé en 1910 par un pâtissier qui s'appelait Louis Durand, je sais pas si vous savez, il y avait une course cycliste Paris-Brest-Paris. Exactement. Et la forme circulaire du gâteau est inspirée d'une roue de vélo. Exactement. Ouais, c'est... C'est une tradition aussi de bretonne. Oui, c'est vrai que c'est arrivé, c'est un pâtissier qui a une idée de génie, on va dire, parce que lui, il a fait ça en pensant que c'était bien de faire un produit par rapport au Tour de France qui passait devant sa boutique, et puis pour finir, c'est devenu un emblème mondial. Je pense que les Paris-Brest, on peut aller dans n'importe quel hôtel dans le monde, on a une chance sur 2 pratiquement d'en trouver. Oui, avec des recettes très différentes. Ouais, complètement. Ouais, tout à fait. Vous en avez préparé vous-même? Oui, moi je me suis beaucoup amusé avec le Paris-Brest.
Voilà. Alors Arnaud Larrière, il y a quand même une chanson que j'ai trouvée qui pourrait correspondre à votre métier. Prépare-nous un gâteau pâtissier. On a très faim, fais-le vite s'il te plaît. Vous connaissez la chanson du pâtissier, qui est une comptine pour enfants, qui a été écrite au temps du café-concert. Le pâtissier était le thème central de cette époque. Non, je connaissais pas. Et ben, cette chanson est devenue une comptine pour enfants qu'on fredonne à Noël et pendant le reste de l'année. Ah ok, très bien. Alors, je crois que la pâtisserie, ça a commencé à 10 ans pour vous. Oui, ça a commencé, c'est que ma mère avait pas mal de livres de pâtisserie. Et donc moi j'ai commencé à faire des expériences, on va dire. Parce que des fois je mélangeais un peu n'importe comment, mais ce que je trouvais génial, c'est de mélanger les produits, de mettre ça au four, ça donnait des odeurs de dingue. Et après on pouvait goûter ce qu'on avait fait. Et vous goûtiez aussi bien la pâte cuite que la pâte crue. Ah ouais, ah ouais. C'est un truc. Même encore, hein, j'adore manger de la pâte crue. Je trouve que on a vraiment c'est là où on a le goût vraiment authentique du produit. Et vous vous êtes dit un jour, je crois, puisqu'on peut faire ce métier et goûter, c'est génial. Bah exactement, parce que ça permet on fait quelque chose et on voit si ça marche ou pas. Si on a bien cuit un cake, un gâteau, un biscuit, une petite madeleine. C'est pour ça que je trouve ça permet de voir aussi s'il faut ajuster ou pas. Et puis on partage avec la famille. C'est des moments sympas. Et ma mère a toujours été là pour moi. Bon, comme elle dit, je mettais souvent le bordel dans la cuisine parce que j'en mettais partout. Mais elle m'a toujours laissé m'exprimer. Et bon, voilà, j'ai beaucoup de chance. Et à 15 ans, vous décidez de passer à l'action, de partir en apprentissage. Oui, exactement. C'est fini l'école, c'est autre chose. Voilà, c'est autre chose. C'est une découverte. Et c'est vrai que j'ai eu la chance de tomber dans la meilleure pâtisserie de Brest, qui était à l'époque la pâtisserie de Michel Guyerme. Et comme je dis à tous les jeunes qui démarrent dans un métier, faut aimer le métier, mais les gens qu'on rencontre au départ, ils sont pour beaucoup. Et moi, j'ai rencontré des gens passionnants qui m'ont transmis le virus. Et ce qui fait que après, c'était nos limites. Mais vos parents ont accepté que vous quittiez l'école pour aller en apprentissage ? Non. Et non. Au contraire, ils pensaient même que j'allais me décourager parce que au début, j'allais en vélo. Je commençais à 6h du matin et je partais à 5h. Et ils m'ont dit, j'avais 15 ans, ils m'ont dit, bon, il va faire ça pendant 1 mois ou 2, ça va le calmer, il va revenir dans le droit chemin. Sauf qu'ils ont vu qu'au bout de 3 mois, j'y allais toujours, je me levais tous les jours, même sous la pluie. Donc au bout d'un moment, ils m'ont acheté un cyclomoteur, comme on dit à l'époque. Et voilà, et puis c'était le début. Et puis, alors, il y a eu un concours du meilleur apprenti de Brest, et il y a eu un problème parce que je crois que vous avez voulu confectionner un gâteau caramel poire, Arnaud Larrière. Oh là là, Jacques, il me rappelle des souvenirs de dingue. C'est vrai, ouais, c'était mon premier gâteau. Parce que j'avais fini premier à l'examen. Donc après, il y avait le concours du meilleur apprenti de Brest et il fallait faire un gâteau sur un support en sucre. Et voilà, c'était mon premier challenge. J'avais fait pas mal d'essais avec mon patron. Et voilà, et le résultat, c'est que j'ai réussi. Vous êtes allé en finale du concours du meilleur apprenti de France, qui est un concours créé en 1985, départemental et national, qui est valable dans tous les métiers aujourd'hui. Ouais, et en plus, il y a une petite anecdote à rajouter, c'est que quand j'ai fini meilleur apprenti de Brest, après, il y a le concours du meilleur apprenti de Bretagne. Oui. Donc, il y avait le Morbihan, le Finistère, Côte d'Armor. Et donc là, j'ai fini premier, mais à 2 points près. Et celui qui était deuxième, c'était Christophe Adam. Un grand chocolatier ensuite. Voilà. Et on s'est jamais perdu de vue. Et on en rigole encore parce que et il m'a dit à 2 points près quand même. Je dis écoute, c'est la vie, mais voilà, c'est ce qui m'a permis après d'aller au concours du meilleur apprenti de France. Oui, et en plus ensuite partir à Paris. Et au départ, vous ne vouliez pas parce qu'il y avait la mer, les copains, c'était bien. Bah exactement. C'est mon patron d'apprentissage qui m'a dit bon maintenant t'es parti, faut pas t'arrêter, faut monter à Paris. Mais moi j'ai dit mais j'avais 18 ans, comme on dit, la mer, la plage, les copains. Enfin j'étais bien tout simplement. Mais c'est vrai que j'étais piqué, franchement, à la pâtisserie. Il m'a montré des livres professionnels pour que je puisse voir vraiment tous les gâteaux que je pouvais encore apprendre.
Et je dis, bon, écoutez, je vais voir, et je monte à Paris, et puis on va voir comment ça se passe. Et résultat, vous avez découvert un métier avec une organisation, des brigades que vous ne connaissiez pas, Arnaud Larère. Exactement. Alors, c'était ma première surprise, c'est que moi, j'étais dans une entreprise familiale avec un patron, il y avait 2 ouvriers, 2 apprentis. Le dimanche, des fois, on mangeait dans la cuisine avec la patronne. On avait même des fois droit à un petit apéro. Donc, c'était vraiment bon enfant, mais c'était des années incroyables. Et je suis arrivé chez Pelletier, rue de Sèvres. Qui était un grand pâtissier. Qui était un grand pâtissier. Et là, on était une 50aine de personnes. Et là, je me suis dit, je découvre la brigade. C'est-à-dire ? J'apprends ce que c'est que être commis, chef de poste, second, être dans différentes équipes, au tour, au four, aux entremets, aux tartes, aux petits fours. Et que voilà, j'apprends ce que c'est que la pâtisserie, on va dire un peu militaire et millimétrée. Et ça vous a pas découragé ? Vous n'avez pas eu envie de retourner en Bretagne ? Ah si, franchement, si, au début, les 6 premiers mois, je me suis dit, qu'est-ce que je fous là? C'est un truc de malade. Et sauf que bon, je progressais quand même, mais les premiers mois ont été très durs. À une ou 2 fois, je pense, j'ai failli rentrer, mais j'ai appelé mon patron d'apprentissage qui me disait, si tu rentres maintenant, je te mets un coup de pied au cul. Voilà. Bon, il me dit, je te demande de rester 1 an, et dans 1 an, on en reparle. Et bon, je dis ok, je tiens le coup, je serre les dents. Et c'est vrai que bon, après quelques mois, on va dire d'apprentissage en brigade, voilà, j'ai pris mes marques et puis c'était parti. Voilà, ça c'était la première étape. Et il y a une autre date aussi qui est liée à votre parcours qui est importante, c'est le 21 avril 2019. À tout de suite sur Sud Radio avec Arnaud Larère. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Arnaud Larère, un pâtissier chocolatier connu mondialement aujourd'hui. On a évoqué vos débuts à Brest, effectivement, votre arrivée à Paris. Et puis vous avez fait votre chemin. Et le 21 avril 2019, vous êtes au Journal de France 3 et vous présentez des œufs de Pâques qui sont des œuvres d'art, le chocolat haute couture. Vous vous souvenez de cette présentation, de cette séquence ? Oui, c'est vrai. C'était aussi un grand moment. C'était aussi la première fois où on voyait plein d'autres produits. Enfin, j'étais vraiment. C'était un beau moment. Il y avait des œufs en chocolat qui étaient des pièces uniques que vous aviez réalisées et qui valaient quelquefois une fortune. Mais c'est un travail de précision, d'orfèvrerie. Oui, exactement. Mais c'est ça aussi qui est beau dans nos métiers, c'est que on peut se faire plaisir avec des produits simples. Mais on peut aussi se performer et aller, même se surprendre soi-même en se disant que, à force de travail, on arrive à sortir des pièces vraiment uniques. Ouais. Vous faites partie, Arnaud Larère, de ceux qui ont fait évoluer la pâtisserie. C'est-à-dire qu'on est passé de la tradition à quelque chose de plus moderne. Oui, je pense que j'en fais partie, oui, exactement. C'est que moi, j'ai appris les traditions dans les règles de l'art, vraiment à savoir bien maîtriser tous les produits, parce que on m'a toujours expliqué que l'apprentissage, c'est comme un arbre. Toutes les règles de la pâtisserie, on les apprend sur le tronc d'arbre. Et là, il faut pas déroger, c'est comme ça. Et une fois qu'on a toutes les recettes en tête, on arrive sur les branches et on peut s'éparpiller en tous les sens, mais les bases sont bonnes. Oui, et c'était le moment parce que la pâtisserie n'avait pas beaucoup évolué avant vous. Exactement. Et puis après, ça a commencé à bouger. Et puis c'est vrai que moi, j'ai trouvé qu'il fallait encore faire évoluer ce métier. J'avais encore envie d'aller par des chemins qu'on n'avait pas encore pris, et ce qui fait que ça a boosté la pâtisserie autant visuellement. Et aujourd'hui, on parle d'une pâtisserie moins sucrée, moins grasse, mais ça fait déjà 30 ans qu'on est dessus. Oui, c'est un peu, ça fait du temps. Alors, effectivement, ce chemin a démarré par une toute petite rue, la rue du Ruisseau à Montmartre, où vous avez ouvert votre première pâtisserie qui était très discrète. Je crois que ça s'appelait Au Péché Mignon. Oui, exactement, Jacques. C'est vrai que j'ai quitté Fauchon. Là, c'était encore une belle brigade aussi. On va en reparler. Et puis, je suis arrivé chez moi avec ma femme et puis et un apprenti. Donc, retour aux sources, on va dire, comme si j'étais en apprentissage. Mais après, c'est vrai, on apprend aussi
à retravailler sur l'essentiel, ne pas trop s'éparpiller. C'était tout petit chez vous au départ. Ah ouais, c'était tout petit. La boutique faisait 12 mètres carrés. 12 ou 15 mètres carrés. Ma femme n'avait pas assez de place pour mettre les gâteaux, donc elle vendait les gâteaux qui étaient derrière. Les gens les voyaient pas, mais ça marchait quand même. Et c'est vrai que, on va dire, les 2 premières années ont été rudes parce que on passe d'un confort à un inconfort, si on peut dire, où là, d'un seul coup, on allume la lumière et on éteint la lumière. Et des fois, entre les deux, il peut y avoir 16 heures de travail. Exactement. Alors, à cette époque-là, il y a la pâtisserie, mais il y a aussi autre chose qu'on peut évoquer à travers une chanson célèbre d'Annie Cordy. Chaud cacao, chaud chocolat. Cette chanson est universellement connue. Alors, on a accusé de racisme, ce qui n'est pas le cas. En fait, Vivien Vallet, qui est son auteur, il était gardien de nuit parce qu'il ne gagnait pas sa vie avec les chansons. Et un matin, il prend son petit déjeuner et il voit une boîte de cacao avec des guerriers partant à la chasse au lion. C'était une image. Et il a écrit cette chanson qui est devenue un succès universel. C'est fou, hein? Ah, je connaissais pas l'anecdote. C'est la vérité. Ah, bravo. Alors, le chocolat, c'est venu finalement parce que vous vendiez, je crois, du chocolat à Noël, mais pas le reste de l'année, Arnaud Larrière. Exactement, c'était ça, parce que il y avait une demande. Donc, je me suis dit, bon, il faut s'y mettre, c'est Noël, c'est normal. Donc, on va commencer à travailler sur des produits chocolatés, sur des truffes, des mendiants, un peu de chocolat. Et d'un seul coup, quand j'ai commencé à dire c'est bon, les fêtes sont finies, on range le matériel, j'ai eu pas mal de retours en disant mais pourquoi vous arrêtez? Et ma femme m'a dit faut peut-être continuer. Voilà. Alors, le problème, c'est qu'il fallait apprendre ce métier, et vous êtes allé voir des copains pour avoir quelques tuyaux, parce que vous connaissiez la pâtisserie, mais pas forcément la chocolaterie. Exactement. Et je me suis dit, de toute manière, pour moi, on peut pas s'inventer chocolatier. Donc on peut, comment dire, bidouiller quelques trucs. Mais au bout d'un moment, pour vraiment comprendre la philosophie du chocolat, je me suis dit, il faut aller voir Pascal Bronstein, qui est un maître dans le chocolat. Et donc j'ai été faire une formation chez lui. Et c'est lui qui m'a appris, pareil, les bases. On y revient toujours. Et quand on a les bases, après, on a le départ. Et là aussi, vous avez découvert un monde en pleine évolution, c'est-à-dire que le chocolat devenait un chocolat de qualité avec des références précises. Oui, parce qu'en même temps, comme je disais, les fournisseurs aussi ont évolué, parce que quand j'ai démarré le métier, on avait 2-3 chocolats noirs, un chocolat lait, fallait se débrouiller avec ça. C'est pour ça que moi j'ai connu l'époque où on mélangeait souvent 2-3 chocolats ensemble pour vraiment avoir une signature, pour mélanger un chocolat un peu amer avec un chocolat un peu acide, un peu fruité, pour qu'il y ait vraiment du caractère. Donc moi tous mes chocolats, il y a à peu près 2-3 couvertures différentes dans chaque ganache. Et voilà, ça m'a permis de me construire. Oui, et en même temps, vous êtes arrivé à un moment où on commençait à parler de pourcentage de cacao dans le chocolat, de la santé par le chocolat. C'était un phénomène nouveau. Ah, complètement. C'est vrai qu'en même temps, on nous a parlé, dans les médias, que le chocolat noir avait beaucoup de vertus pour la santé, pour le bien-être. Donc ça a contribué aussi, je pense, à passer d'une période, on va dire, hivernale à vendre du chocolat à une seconde période où pour finir on en vendait toute l'année. Et moi j'ai connu un jour le professeur Apfelbaum, grand nutritionniste, qui m'a dit le chocolat n'est pas un antidépresseur, mais il régénère le cerveau à certains moments de la journée. Ouais, c'est vrai. En tout cas, moi aujourd'hui, je sais pas si c'est une drogue, mais il n'y a pas un jour où je mange pas un bout de chocolat. Oui, vous avez bien raison. Et voilà. le chocolat français, c'est devenu un pléonasme parce que depuis quelque temps, alors que les Suisses et les Belges avaient le monopole, le chocolat français est devenu le meilleur du monde. Complètement. Il faut le savoir, souvent on parle de nos voisins du chocolat belge ou suisse. Souvent on parle surtout en tonnage, c'est eux qui en mangent le plus. Mais au niveau qualité, le meilleur chocolat au monde, c'est français. Alors pour ça, il faut un laboratoire et vous étiez, parce que c'est aussi important, vous aviez une toute petite boutique, il fallait le confectionner dans un laboratoire. Oui, c'est ça. Donc on va dire on apprend à se débrouiller. Et puis quand on est chez soi, on fait avec les locaux qu'on a, et j'ai réussi à créer une gamme de chocolat, comme une gamme de pâtisserie, simple et efficace.
Alors il se trouve qu'en même temps, vous prenez une décision. Il y a un concours annuel, qui est le concours du meilleur ouvrier de France, et vous décidez d'y participer. Et là, c'est une autre aventure, Arnaud Larère. Là, c'est une autre aventure parce que, disons que le concours de meilleur ouvrier de France, c'est quelque chose qui m'a fait rêver dès que je suis arrivé chez Pelletier à Paris. On m'a expliqué, parce que beaucoup allaient se former chez Pelletier, justement, pour passer le concours. Et je me suis dit, ça, c'est un de mes rêves. Et c'était l'aboutissement d'une carrière. Et Pourquoi ? Parce que pour moi, c'était d'être le meilleur parmi les meilleurs. Voilà. À partir du moment où vous avez ce titre, c'est que vous êtes reconnu par toute la profession. Alors, je trouve que ce titre de meilleur ouvrier de France, il est né d'un critique d'art, journaliste qui s'appelait Lucien Clotz. Il a l'idée en 1913 de faire un concours où les travailleurs pourraient affronter le jugement des compétences. La guerre éclate, ça marche pas. Il revient en 1924 à l'Hôtel de Ville avec le président de la République, Paul Doumer, et il monte le premier concours des ouvriers de France, du meilleur ouvrier, avec 144 lauréats. Et ça a évolué depuis. D'accord. Mais c'est un véritable marathon parce que c'est un concours où il y a des tas d'épreuves. C'est énorme. Alors déjà, c'est un concours qui a lieu tous les 4 ans. Oui. Et c'est vrai qu'il y a une demi-finale déjà, une sélection, on va dire. Et après, il y a la grande finale. La demi-finale dure 1 jour et demi et la finale dure 3 jours. Et qu'est-ce qu'on fait pendant 3 jours ? Pendant 3 jours, on fait une pièce en chocolat, on fait une pièce en sucre, on fait des bonbons au chocolat, on fait des entremets, on fait un wedding cake. Moi, j'ai fait de la viennoiserie aussi, briochée et feuilletée. On fait des desserts sur assiette, on fait des petits fours, on fait de la confiserie, on fait des bonbons au chocolat. Voilà, tout ça en partant sur une feuille blanche, comme on dit. Et il faut tout construire et on est tout seul. Et on est seul au monde, comme on dit. Et voilà, on ne dort pas pendant 3 nuits, quoi. Comme on dit, c'est comme si un alpiniste, veut monter l'Everest. On part dans la même aventure. C'est-à-dire que tout est imposé ou vous êtes libre de faire ce que vous voulez ? On va dire c'est moitié-moitié. Il y a des choses millimétrées, pesées pour voir si vraiment on sait maîtriser les choses. Et après, on va peut-être nous demander juste un gâteau au chocolat, 6 personnes. Voilà, il faut du chocolat dedans. Voilà. Et là, vous avez un col bleu, blanc, rouge ensuite. Voilà, et après on a un col bleu, blanc, rouge, et après on va à l'Élysée, et puis moi à l'époque c'était Nicolas Sarkozy qui nous avait remis la médaille du meilleur ouvrier de France. Et il aimait le chocolat. Et il aime toujours le chocolat. Exactement. Alors ça, c'est le parcours traditionnel, mais il y a aussi le retour aux sources qu'on va évoquer à travers une date récente, le 9 mai 2025. À tout de suite sur Sud Radio avec Arnaud Larère. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, 2 jours avant Noël, mon invité Arnaud Larère, chocolatier, pâtissier, meilleur ouvrier de France, qui a débuté à Brest. Et puis, on a évoqué les débuts de votre parcours à Montmartre, votre découverte du chocolat et les progrès. Et puis, le 9 mai 2025, un retour aux sources qu'on va évoquer à travers une chanson. J'y roule en Ferrari à la place comme à la ville, qui vont s'écarter comme ils vont ces fauchons. Eh oui, Jacques Dutronc, les Playboys. Alors Fauchon, il se trouve que c'est un souvenir pour vous, car vous avez débuté par hasard chez Fauchon en allant voir un ami un jour. Oui, exactement. C'est un copain avec qui je travaillais à l'époque chez Pelletier et qui est parti travailler chez Fauchon. Donc il me dit si tu veux, passe me voir après le travail et moi je l'attends devant chez Fauchon, je vois la vitrine, je trouvais ça aussi c'était une vitrine incroyable avec des produits vraiment magnifiques. Et il me dit, si tu veux, on peut visiter le labo. Je dis, oui, bien sûr. Allez, on y va. En plus, c'était, à l'époque, c'était sous la Madeleine. Oui. On travaillait dans les caves. Et donc, il me fait visiter le labo. Et puis, au même moment, voilà qui arrive Pierre Hermé. Qui était à l'époque directeur artistique de Fauchon. Exactement. Et je discute avec Pierre, comme ça, tranquillement, pendant un petit quart d'heure. Et quoi, une semaine après, mon copain vient me voir et me dit, tu sais que t'as tapé dans l'œil de Pierre Hermé, il aimerait bien que tu viennes chez Fauchon. Mais il me dit, prends ton temps, il veut la réponse que demain. Et vous avez dit oui, bien sûr. Je dis dit oui tout de suite. Et vous avez passé 4 ans en apprentissage chez Fauchon. Ouais, j'ai 4 ans et demi, j'ai passé chez Fauchon et j'ai fait tous les postes. J'ai commencé en bas, comme on dit, comme commis, et puis j'ai fini chef décorateur. Je faisais toutes les pièces artistiques pour toutes les soirées. Alors, il faut savoir que Fauchon, c'est une enseigne mythique. En 1886, je crois, Auguste Fauchon ouvre place de la Madeleine, une épicerie spécialisée en produits français et notamment normands.
Et c'est comme ça que ça a démarré, que c'est devenu un symbole du luxe à Paris. Et il se trouve que cette maison a eu des problèmes et qu'on vous a appelé il y a quelques mois pour faire partie de la relance. Oui, la maison Fauchon a été rachetée par le groupe Galapagos avec à sa tête Jérôme Tacquart. Et ils sont venus me voir pour me demander de revenir aussi dans le groupe Fauchon pour relancer, on va dire, l'ADN Fauchon avec vraiment le savoir-faire à la française, avec pour utiliser les meilleurs produits, de redonner des étoiles dans les yeux aux gens, que cette maison revive comme elle a toujours été dans les années 90. Alors, il faut savoir que le groupe qui l'a repris est spécialisé dans les crêpes dentelles, je crois. Oui. Et moi, je me souviens de Jerry Lewis, qui était fou de ses crêpes dentelles. Chaque fois que je le voyais, on lui apportait un paquet, il goûtait comme un castor qui goûte le bois, et après il crachait tout en éclatant de rire. C'était ce qu'il aimait en France. Et c'est vrai qu'en plus, ce sont des Bretons. Donc, il y a un lien. Il y a un lien, ouais. Donc, vous avez relevé le défi, et c'est vrai que c'est pas facile, parce que c'est une maison qui a été au sommet, et qu'il faut relancer en la revisitant. Exactement, c'est un beau challenge. On est en train de commencer à travailler justement sur les futurs projets. Mais voilà, c'est des gens qui ont vraiment des valeurs et qui veulent faire les choses dans les règles de l'art, pas faire n'importe quoi. Voilà, on est vraiment sur la même longueur d'onde. Et voilà, c'est de remettre les choses en place et après, dans un second temps, une fois que les bases seront mises en place, de pouvoir s'éclater, comme on dit, à faire plein de produits à la française et qui pourront aussi s'exporter à l'étranger. Car justement, Fauchon est une marque internationale, donc les pâtisseries que vous pouvez imaginer peuvent être exportées à New York ou ailleurs. Oui, ils ouvrent dans 2 semaines à New York. Donc Fauchon revient à New York. Donc ils ouvrent là dans quelques pays. Donc c'est vrai que il y a des beaux projets, et voilà, et je pense qu'ils voulaient quelqu'un qui ait des valeurs et puis aussi un savoir-faire solide pour être sûr de pouvoir avancer comme ils veulent. Avec des produits qui ont évolué, parce que je crois aujourd'hui que la légèreté dans le chocolat ou dans la pâtisserie est nécessaire, Arnaud Larère. Oui, complètement. C'est un équilibre tous les jours. Comme je dis, alors, faut faire attention, comme on dit des fois, de désucrer, parce que faut savoir que le sucre, c'est comme la locomotive du goût. Quand il n'y a plus de sucre, il n'y a plus de goût. Donc, j'ai déjà goûté des produits où pratiquement sans sucre, ça devient ennuyeux. Donc, c'est trouver un équilibre des choses, mais c'est vrai qu'on fait toujours attention à la texture aussi, que ça soit toujours agréable en bouche, que ce soit pour du moelleux, du croquant, du croustillant, de la légèreté. Voilà, on est un peu comme un chef d'orchestre. Il faut simplement que quand on goûte un produit, on a juste envie de remettre un petit coup de cuillère, comme je dis. Voilà. Oui, et aussi à consommer avec modération, parce que ceux qui disent « Oh, je mange une tablette de chocolat le soir », c'est pas forcément des amateurs de chocolat. Non, exactement. Non, moi je pense que on a des envies différentes selon la journée. Si on est en forme, si on a un petit coup de pompe, on a besoin de se rebooster, mais c'est pas forcément exagéré. Moi, j'ai toujours dit, il faut mieux en manger moins, mais manger bien. Alors, il se trouve que parallèlement, vous avez conservé votre adresse et Arnaud Larère, ce que vous faites dans vos boutiques. Et ça, je crois que le développement est né parce que vous étiez à Montmartre et les Japonais, dans les années 80, viennent à Montmartre. En fait, c'est l'époque où c'est un haut lieu du tourisme, l'essor du tourisme au Japon. On vient à Paris, on vient à Montmartre, on vient voir le décor de Amélie Poulain, Jean-Pierre Jeunet, et on tombe sur Arnaud Larère. Oui, c'est vrai que la première fois, je crois que c'était en 99 ou 2000, où ils sont venus me voir pour me dire « Monsieur Larère, on voudrait vos chocolats à Tokyo ». J'ai dit « Pardon, j'ai pas compris ». J'ai dit « Je sais même pas comment les envoyer, comment les conditionner ». Mais ils m'ont pas lâché et pour finir, l'aventure a démarré. Mais ils vous avaient repéré en traînant comme ça dans les rues de Montmartre ? Ah mais je pense que les Japonais connaissent mieux Paris que beaucoup de Parisiens. Ils sont incroyables parce que moi, à l'époque, il fallait trouver ma boutique. Oui. On était dans une petite rue, aucun commerce autour. C'est clair. Il y a... une école maternelle, je crois. Une école maternelle, exactement. Une école maternelle.
Et c'est vrai que comme la boutique était petite, bah aussi les gens ils faisaient facilement la queue dehors. Oui. Donc les gens qui passaient devant par hasard se disaient pourquoi il y a la queue là. Mais voilà, et donc les Japonais, je sais pas comment ils font, mais ils ont un réseau que dès qu'il y a un truc qui se passe dans Paris, ils sont au courant. Et le Japonais se déplace, il veut toujours, il est très curieux et puis il adore les produits français et voilà. Oui, parce que d'ailleurs beaucoup de chocolatiers du Japon sont venus apprendre leur métier en France et repartent en ouvrant des enseignes qui correspondent à Paris comme le Palais d'Or ou autre chose. Exactement, moi j'ai formé pas mal de Japonais, je pense une bonne trentaine depuis que j'ai démarré. Et puis il y en a qui sont devenus aujourd'hui parmi les 10 meilleurs pâtissiers japonais au Japon. Ouais. Et comment ça se fait que les Japonais aiment nos pâtisseries et nos chocolats ? Ils aiment notre sensibilité, ils aiment ce côté très élégant, la finesse qu'on peut mettre dans le produit. Eux, ils ont aussi cet amour du produit, mais sur d'autres produits, des produits japonais. Mais je comprends qu'ils ont une vraie sensibilité sur le produit. Voilà. Et ce qui fait que pour nous, on va dire, on est un peu un cousin des produits japonais. Et c'est pour ça qu'ils s'intéressent beaucoup à ce qu'on fait. Oui, et en même temps, vous vous intéressez à ce qu'ils font, puisqu'il y a de plus en plus de chocolatiers et de pâtissiers français qui ajoutent quelques ingrédients japonais dans leur préparation. Et oui, ça c'est génial, ça c'est une richesse, c'est que le fait de voyager, nous ça, dès qu'on va au Japon, au contraire ils sont contents aussi de nous faire découvrir leurs produits, et on se dit mais c'est vrai que nous on n'a jamais pensé à faire ça ou autre chose, mais on se dit tiens allez on va ramener ça dans les valises et on va essayer voilà le yuzu qui est un peu comme le citron japonais qui est pour moi le meilleur agrume au monde. Après voilà il y a le sésame. Il y a le pavot, il y a plein de choses. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, que ça soit de leur côté ou d'une autre, on mélange nos cultures et c'est très intéressant. Alors, vous avez commencé à Tokyo, Arnaud Larère, par ouvrir un stand dans un centre commercial qui n'a rien à voir à Tokyo avec ceux qu'on voit en France. C'est beaucoup plus grand. Oui, on va dire c'est l'équivalent, voire même plus que l'équivalent des Galeries Lafayette ou du Printemps. Oui. C'est vraiment le luxe. Là-bas, vous allez au sous-sol où il y a les fruits et légumes. Vous avez les fraises qui sont dans des petites alvéoles d'œufs. Il y a une fraise dans chaque alvéole. Il y a un souci du détail. Il ne faut pas qu'il y ait un fruit d'abîmé. C'est un truc de fou. Et vous êtes installé, vous avez pris votre position tout de suite dans ce centre commercial. Oui, c'est ça. On a commencé là-bas et puis après, on a ouvert 3 boutiques à Tokyo. Oui, et des boutiques très précises. C'est Jean-Paul Evin, un de vos confrères, qui m'a dit que le jour de la Saint-Valentin, il y a 6 heures d'attente devant les boutiques. Alors, exactement. Alors, faut le savoir, pour ceux qui connaissent pas, nous, on a envie de dire que la plus grande fête, la fête la plus importante dans l'année, c'est Noël, pour nous. Faut savoir qu'au Japon, c'est la Saint-Valentin. Voilà. Donc, on vend plus de chocolat à la Saint-Valentin qu'à Noël. C'est fou, hein. Et ça, le chocolat fait partie des traditions. Complètement. Au début, ils n'avaient pas cette tradition, mais aujourd'hui, c'est rentré dans leurs mœurs. Et parce que aussi, ils achètent beaucoup de petites boîtes de chocolat, parce que aussi les chocolats sont aussi plus chers qu'en France. Mais ils vont offrir à leurs collègues de travail, à leurs supérieurs, aux membres de leur famille. Il y a un vrai échange, ce qui fait que il peut y avoir des heures et des heures de queue avant l'ouverture. Alors pour vous, il y a le Japon, mais il y a eu aussi la Grèce, je crois. Vous avez fait une carte d'hôtel. Il y a Dubaï et New York. Il y a la Corée du Sud. C'est-à-dire que vous êtes archi développé, Arnaud Larère. On avance. Voilà. Non, mais on vous a appelé. Il faut aller dans ces pays-là, faire découvrir le chocolat français ou les pâtisseries françaises. Ouais, c'est vrai. Je pense que j'ai été dans à peu près une vingtaine de pays. Et à chaque fois, je suis toujours honoré et heureux de pouvoir partager mon savoir-faire, de pouvoir aussi échanger. Et ce que je vois dans beaucoup de pays, c'est qu'ils ont soif d'apprendre, ils sont vraiment intéressés, ils veulent vraiment progresser. Et ça me fait penser que des fois, il y a beaucoup de pâtissiers, même en France, qui ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont. Parce qu'aujourd'hui, avec tous les livres qu'on a, toutes les techniques, les laboratoires, les professionnels aussi qui nous fournissent, dans d'autres pays, ils n'ont pas tout ça. Il faut qu'ils aillent chercher tout ça. Et donc, ils ont cette soif de me dire, chef, on fait comment? Chef, où on peut trouver ça? Chef, comment vous faites ça? Et je trouve qu'il y a un échange qui est incroyable.
Et je crois que le chocolat est devenu l'image de la France dans le monde aujourd'hui. Oui. Et on en manque de certaines images. Oui, c'est vrai que à chaque fois, le chocolat qui se vend le plus dans ces pays-là, c'est toujours le chocolat français. Et comment on fait pour passer d'un pays à un autre tout en étant à Montmartre et chez Fauchon, Arnaud Larère? On apprend à se diversifier, on apprend aussi à déléguer parce que je suis pas seul, j'ai aussi beaucoup de gens qui m'accompagnent et ce qui fait que ça me permet de pouvoir développer mon business, de faire attention et puis faut aussi être rigoureux dans les entretiens, dans les rendez-vous pour à chaque fois checker, être au courant de tout. Voilà, faut pas se laisser faut toujours, comme disait mon patron d'apprentissage, l'ennemi dans nos métiers, c'est la pente douce. Parce que la chute, on la voit, la chute. Soit on monte, soit on descend. Mais le faux plat, on le voit pas. Et nous, notre travail, c'est de faire attention, de rester toujours au niveau. Vous êtes au niveau au-dessus, et puis il y a une tradition qui est celle de Noël. On va l'évoquer à travers la date du 25 décembre 2025. À tout de suite sur Sud Radio avec Arnaud Larère. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Arnaud Larère. On a évoqué votre parcours depuis Brest, où vous deviez partir un an, ça fait quand même quelques années. Votre succès avec votre boutique, on a évoqué Fauchon, on a évoqué votre côté meilleur ouvrier de France. Et puis le 25 décembre, c'est dans 2 jours, et il y a bien sûr une chanson qui fait penser à cette date. Oh, quand j'entends chanter Noël, j'aime revoir. On pense toujours à Petit Papa Noël, mais on oublie Noël Blanc, qui est en fait une chanson écrite, composée par un ex-sergent de l'armée américaine, Irving Berlin, qui est devenu un maître de la comédie musicale aux États-Unis et qui a créé cette chanson traduite en français par Francis Blanche. Voilà. Et c'est vrai que Noël, pour vous, il y a 2 périodes chargées dans l'année pour un chocolatier, c'est Pâques et Noël. Exactement. Ouais. Alors, je crois qu'on s'y prépare bien à l'avance, un peu comme la haute couture prépare les collections. Oui, on va dire que nous, par exemple, Noël, on va commencer souvent entre mai et juin. On commence déjà à faire nos essais, à voir un peu les produits qu'on veut mettre en avant. On écoute aussi nos clients. Des fois, il y a peut-être une année où je vais pas travailler le citron, le praliné. Il dit, chef, on aimerait bien avoir une bûche au praliné. J'adore vos pralinés. Je dis, tiens, pourquoi pas. Des fois, ça part sur une idée comme ça et on commence à faire nos essais parce que ça met du temps à faire des essais, à mettre les choses en place, parce que de faire un produit dans l'instant, on va dire c'est top, mais on vend un produit dans une boutique, il doit aussi se garder toute une journée, toute sa fraîcheur. On fait des tests aussi de longévité, de voir si le produit s'abîme pas. Et l'idéal, c'est pour ça, c'est de se donner une pression, mais pression positive. C'est-à-dire qu'on se dit, allez, on se challenge, il faut qu'on trouve quelque chose. Mais on n'a pas la date du 25 décembre qui est dans 1 mois. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on se met une pression, mais lucrative, on va dire. Voilà. Et c'est là souvent on trouve des très belles idées parce que ce qui fait qu'après, on a les recettes, on les cale et on sait on part en vacances. Là, les recettes sont calées, on pourra rattaquer. Oui, ce qu'on n'imagine pas. On n'imagine pas que tout ça est préparé 6 mois à l'avance. Et puis, il faut du temps pour trouver une bonne recette. Il faut du temps, il faut... des fois aussi, on a besoin de venir la goûter. Moi, des fois, quand je fais des essais, justement, je vais la goûter le matin, je vais la goûter le midi. Si le soir, des fois même, je vais chez des amis, hop, ils servent de cobaye. C'est bien ce côté un peu spontané. Ça permet, nous, de savoir si on a pris la bonne route ou s'il faut se dévier un petit peu. Et parfois, il faut dévier. Des fois, il faut dévier. Ou alors, il faut reculer. Des fois, oui. On n'a pas pris la bonne route. Et c'est hyper intéressant, mais c'est vrai que... la créativité, pour moi, elle est importante pour moi parce que c'est ce qui me permet de rester en éveil. Voilà. Et en plus, il faut mélanger la tradition et l'innovation. Ouais, tout le temps. Tout le temps. Voilà. Et surtout, ne jamais oublier les classiques. Parce que des fois, certains journalistes peuvent nous dire, vous pouvez pas faire une bûche que jamais personne n'a fait avec des goûts innovants. Alors moi, je les invite aussi à venir le 24 décembre avec moi dans une de mes boutiques et à écouter les clients. Voilà.
Donc, il faut innover, mais il ne faut pas faire n'importe quoi. Alors, la tradition du chocolat de Noël, je me suis un petit peu renseigné. En fait, on la doit au Saint-Nicolas belge. Et c'est Nicolas de Myre qui a commencé le 6 décembre à offrir des chocolats, des friandises aux enfants sages pour contrebalancer le père Fouettard, qui était l'ennemi des enfants. Et c'est vrai que la tradition, c'est aussi la bûche de Noël. Oui, exactement. Alors ça, c'est une chose à laquelle on ne peut pas échapper, Arnaud Larère. Ah ouais, on peut pas. Et puis moi, j'adore cette période. Et puis c'est vrai que c'est un grand moment de créativité où aussi faut pas se tromper parce que les clients à Noël, ils veulent des produits valeurs sûres. Ils veulent pas se tromper. Donc quand ils viennent chez vous, c'est un honneur. Ils se disent voilà, c'est comme ma maison qui a été choisie par telle ou telle famille. Donc tous les gens qui viennent toute l'année, bien sûr, sont importants. Mais je sais que pour eux, quand c'est des moments très importants et qu'ils viennent chez vous, c'est une fierté pour moi. Et pour celles et ceux qui ne le savent pas, au départ, la bûche de Noël, c'était une souche de bois qu'on faisait brûler le plus longtemps possible. Et c'est seulement vers la moitié du XXe siècle, après la Seconde Guerre mondiale, que la bûche de Noël est arrivée dans les foyers. Et avant, ça n'existait pas. Et je crois que votre première télé, je ne sais pas si vous en souvenez, c'était le 24 décembre 2011, Arnaud Larère, et vous êtes aux 20h de TF1 pour un reportage intitulé « Les pâtissiers réinventent la bûche de Noël ». Vous en souvenez de ça ? Exact. Oui, enfin, je me rappelais pas mais avec le titre, oui, ça me revient. C'est-à-dire que vous disiez qu'il faut mettre un peu de couleur pour que Noël soit une fête. Oui, exactement. Moi, je dis, on habille, on crée les bûches, on crée les goûts, on crée les textures, parce qu'il faut pas oublier que la texture, c'est ce qui booste le goût. Et après, on habille les bûches. Voilà. Moi, c'est en ayant trouvé l'équilibre des parfums qu'après on les décore. Et je pense que c'est très important il faut que le produit il y ait de l'élégance à la française et qu'on a envie de l'acheter. Voilà. Donc, je pense que il faut autant travailler l'intérieur que l'extérieur. Oui, et puis il faut innover à chaque fois. On ne peut pas faire 2 fois la même décoration. Pardon, ça serait pas marrant. Mais on trouve toujours quelque chose ? Oui, on trouve parce que je pense que tant qu'on a la passion, ça, on va chercher, on a envie de faire autre chose et c'est un essai plus un essai plus un essai qui découvre encore sur d'autres produits et ce qui fait que bon, pour l'instant, je m'amuse encore. Voilà. Et cette année, je crois, Arnaud Larère, que vous avez créé une bûche avec un renne baptisé Comète, le renne du Père Noël. Exactement. Comment est venue cette idée ? C'est pas facile à réaliser en plus. Non, c'est pas facile, mais l'idée, elle est venue que je voulais faire un produit pour les enfants. Oui. Parce que j'entendais ça pas mal dans mes boutiques où les gens, je voudrais une bûche, mais c'est surtout pour les enfants. Qu'est-ce que vous avez pour les enfants ? Et je me suis dit, c'est vrai que je voulais faire un clin d'œil. Donc, j'ai fait une demi-sphère en forme de gâteau, ou que j'ai habillé après avec des décors en chocolat pour faire vraiment le renne. Et avec à l'intérieur, il y a une petite dacquoise au praliné, un petit croustillant au praliné, et avec une mousse et une ganache montée au chocolat lait. Voilà. Et comme je dis, c'est que pour les enfants. Voilà, oui, enfin les grands en profitent aussi. Et je crois que la première mention littéraire des rennes tirant le traîneau du Père Noël, c'est en 1823. J'ai retrouvé un poème qui s'appelle Une visite vers Saint-Nicolas d'un certain Clément de Clark-Moore. Et il y a 8 rennes alors que le Père Noël en a 9. C'est une différence extrême. Okay. Et puis, il y a aussi quelqu'un que vous évoquez souvent dans vos boutiques, c'est Toulouse-Lautrec, parce que vous êtes à Montmartre. Oui, exactement, et que Toulouse-Lautrec a habité rue Colincourt. Oui. Et c'est pour ça que l'idée m'est venue de... en même temps, je voulais créer un gâteau. On veut tous créer notre gâteau au chocolat. Oui. Voilà. Et aujourd'hui, c'est une de mes meilleures ventes depuis, je pense, 25 ans. Et je me suis dit, j'ai trouvé le produit. Maintenant, il faut lui trouver un nom. Oui. Et c'est ma femme qui l'a trouvé. Et on prête à Toulouse-Lautrec d'avoir inventé la recette de la mousse au chocolat en mélangeant le cacao à des œufs montés en neige et en ajoutant du sucre et du beurre. Ah voilà. Voilà, c'est lui qui est l'inventeur de la mousse au chocolat, c'est Toulouse-Lautrec. Alors que le mot mousse au chocolat, c'est né, je crois, un Suisse, Charles Vazy, cuisinier de Louis XVI, qui a fait sa première mousse au chocolat. Je sais
Pas si vous le saviez. Ah non, je ne savais pas. Voilà, vous voyez, vous avez une double raison d'évoquer Toulouse-Lautrec. Ouais, merci Jacques, c'est sympa. Et puis il y a aussi une autre tradition qui est beaucoup plus récente, c'est le calendrier de l'Avent. Ça aussi, c'est important pour un chocolatier ou un pâtissier. Ah oui, complètement. C'est vrai que depuis quelques années, on a fait revivre, on va dire, le calendrier de l'Avent en étant, imaginant des nouvelles choses, en mettant aussi nos dernières créations, qui est aussi un côté ludique sur le calendrier. Et nous, cette année, on a fait tout un décor de Montmartre. Donc, quand on ouvre le calendrier, voilà, on voit le Sacré-Cœur. C'est en plusieurs pièces. Et c'est vrai que ça met en bouche les gens avant de démarrer les fêtes de fin d'année. Oui, et les enfants surtout. Mais là aussi, c'est une tradition qui avait disparu, qui est revenue voici quelques années. Oui, exactement. Et on fait même des calendriers, même pour les femmes, avec des petits flacons de parfum. Et même pour les chiens, maintenant, il y a un calendrier de l'Avent pour chiens, avec des petits biscuits à l'intérieur. Ah bah ça donne des idées aux autres, hein. Et puis il y a le sapin, car le sapin aussi de Noël, c'est une tradition. Et je crois que le vôtre, il est en chocolat avec des amandes. Oui, avec des amandes et des éclats de nougatine, parce que je voulais le remettre en avant. Et c'est pareil, c'est une copine qui m'avait demandé pour son anniversaire un gâteau. Elle va me dire, je suis has-been, hein, mais avec des décors de nougatine. Oui. Parce qu'elle me dit, quand j'étais petite, j'adorais ça. Je dis, mais bien sûr, mais la nougatine, on va t'en faire. Et donc, cette idée m'est revenue, et c'est pour ça que j'ai recouvert le sapin d'amandes grillées, de sucre caramel. Mais le sapin de Noël, ça fait partie des traditions incontournables aussi pour les enfants, les parents et les chocolatiers et pâtissiers. Exactement, exactement. Alors j'ai trouvé la trace du plus ancien témoignage connu sur un sapin de Noël, en 1492, l'achat d'un sapin par l'œuvre Notre-Dame de 9 sapins pour les 9 paroisses de la ville de Strasbourg. Strasbourg qui est en plus devenue la ville mondiale du marché de Noël. Et ça, le marché de Noël, c'est aussi une de vos préoccupations, Arnaud Larère. Oui, c'est vrai que moi j'adore ça, et en plus j'ai eu la chance en 2005, Jean-Pierre Coff m'avait contacté parce que il était parrain du marché de Noël à Asnières-sur-Seine, et justement, comme il disait, je veux pas un marché de merde, je veux que des bons produits. Donc et c'est vrai que il y avait une personne qui faisait les huîtres, le foie gras, les vins, les biscuits, le pain. Il voulait vraiment moi, je faisais le chocolat, et ce qui fait qu'on y est encore. Et ben d'ailleurs, on y sera ce week-end. Oui. On sera encore au marché de Dasnières, et il y a que des artisans, et voilà, et tout est fabriqué en France ou sur place même. Voilà. C'est une anecdote où vraiment ce marché met l'artisanat à l'honneur. D'ailleurs, vous avez même ouvert une boutique à Asnières dans la continuité. Oui, parce que à force, le maire n'arrêtait pas de me dire, Monsieur Larère, ça serait quand même bien de venir à Asnières. Donc j'ai dit, écoutez, trouvez-moi un emplacement sympa et je viendrai. Et puis Noël, c'est en France, c'est dans votre boutique, mais aussi dans les autres pays. Et il faut éventuellement savoir ce qui se passe au Japon, en Corée du Sud et ailleurs. Et ça, vous en préoccupez aussi, Arnaud Larère. Oui, je regarde beaucoup. On passe beaucoup de temps aussi pour savoir un peu les tendances aussi. On regarde les choses. C'est vrai qu'avec les réseaux, on peut voir plus de choses qu'avant. Mais voilà, c'est un puits d'idées, et ça permet aussi de toujours, comme je le dis souvent, faut rester en éveil, et il faut aller chercher les idées parce qu'elles viennent pas tout seules. Et puis, vous travaillez à Noël, bien sûr, mais ça n'empêche pas de respecter la tradition en famille, parce que même les chocolatiers et les pâtissiers fêtent Noël, Arnaud Larère. Ah bah exactement. On va dire on est un peu décalé, mais il est hors de question de passer à côté de ça, parce que... Qu'est-ce que c'est la fête de Noël pour vous ? En famille? Alors nous, c'est très simple, hein, c'est le 25 décembre, parce que le 24, on est un peu sur les rotules. Oui. Mais c'est très simple, c'est le foie gras déjà, champagne, foie gras, saumon, et après un peu de trucs apéro autour, et on finit par la bûche. Exactement, donc la tradition. Voilà, c'est ça, et nous, ça nous va très bien. Et l'avenir maintenant, Arnaud Larère, parce que vous avez quand même fait de grands pas en avant. Qu'est-ce que vous préparez maintenant? Qu'est-ce que vous avez envie de faire pour continuer ce rêve?
Maintenant avec Fauchon comme partenaire, on a pas mal de choses. Donc on va continuer de développer la maison Larère. Donc c'est bien parce que ça leur tient à cœur. Et on va aussi développer justement. On va faire revivre la maison Fauchon. Donc il y a plein de projets en cours. Voilà, on commence à mettre pierre par pierre et puis voilà. Et il y a pas mal de projets. Avec ceux qui vous savourent et qui sont de plus en plus exigeants, parce que les Français savent exactement le goût qu'ils souhaitent. Oui, en plus c'est vrai que nos clients, plus on monte le niveau, plus ils deviennent experts aussi. Oui. Hein. Donc, on rencontre beaucoup de gens qui, comme on dit, qui aiment la bonne bouffe, et c'est vraiment c'est agréable de pouvoir échanger avec nos clients dans les boutiques, parce que même des fois ils vont aller à Biarritz ou à Strasbourg ou à Lyon, et des fois ils me ramènent des produits même, oui. Ou alors des fois ils me disent chef, j'ai goûté ça, il faut vous goûtiez, il faut que vous allez voir. Donc voilà, c'est une chance, moi je trouve que c'est la chance d'une vie, c'est qu'on a des produits exceptionnels et de pouvoir les partager avec nos clients, ça n'a pas de prix. Voilà, c'est un cadeau que vous faites toute l'année avec vos clients et vos partenaires. Et pour ce cadeau de Noël, je vous remercie d'être venu, d'avoir pris le temps de venir pour les clés d'une vie. Et au nom de celles et ceux qui nous écoutent, je vous souhaite un très joyeux Noël et continuez ainsi. Ouais, merci Jacques. Joyeux Noël à tout le monde. Et allez-y et profitez de Noël, et profitez de la fête, et profitez de la pâtisserie et du chocolat, et notez-les sur vos tablettes. Merci Arnaud Larère. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.